T'es à côté de moi, là. Quoi? C'est pas comme d'habitude, t'es plus proche de moi. Pas du tout, mais c'est parce que sinon j'ai l'impression que... Voilà. C'est bien. Allez, c'est parti. On est en noir et blanc. En noir et blanc. Non, je suis en bleu marine. Bonjour tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief politique hebdomadaire. On va vous parler de plusieurs sujets, mais d'abord on voulait faire un bilan de la marche contre l'antisémitisme qui a eu lieu dimanche dernier. Peut-être vas-y. Qu'est-ce que tu en tires en fait comme leçon? On est maintenant 6 jours après. Bah, plus personne n'en parle. C'est déjà une grosse leçon. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été plutôt raté. Et je m'en désole. C'est-à-dire que je ne suis pas contente que ça ait été raté. Je pense qu'elle était nécessaire. Je pense qu'il y a besoin de... D'aucuns te diront que c'était prévisible. Oui, c'était prévisible. On a passé la semaine à s'engueuler. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs dans le dernier débrief. On a passé la semaine dernière à discuter de la place du RN et de la France insoumise, occultant complètement l'objet de la marche, qui était la montée de l'antisémitisme en France, et de rappeler en quoi l'antisémitisme était au principe de tous les racismes, de xénophobie, politique de bouc émissaire, et donc profondément anti-républicain et destructeur pour la nation. Et que donc je pense qu'il y avait absolument besoin qu'il y ait une initiative politique de prise, d'ampleur, et que celle-ci n'a pas eu l'ampleur qu'on pouvait espérer qu'elle ait. C'était pas lamentable, je veux dire 185 000 personnes en France, c'est pas rien, mais tout le monde l'a noté, c'était pas hyper massif, notamment parce que c'était pas hyper populaire. Il n'y avait pas les jeunes, il n'y avait pas les quartiers, mais il n'y a souvent pas les quartiers. Je veux dire, il faut se le dire comme c'est-à-dire que c'est souvent que, en dehors des questions qui ont trait aux questions de la police et de l'islamophobie, on a peu l'occasion de voir les jeunes des quartiers prendre l'espace public des métropoles. Ossint Mimi sort un livre, je crois que tu vas l'interviewer, dans lequel il dit quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, quoi. C'est-à-dire que cette question de l'immigration dans l'espace public, c'est une question non résolue, et pourquoi ça ne s'est pas passé, quoi, ça ne s'est pas levé comme problème. Je trouve ça demande à réfléchir, quoi. Bref, donc il n'y avait pas les jeunes, il n'y avait pas les quartiers, et il n'y avait pas beaucoup de la gauche, il n'y avait pas beaucoup de monde, quoi, en vérité. Enfin, il manquait beaucoup de monde. Oui, il y avait 200 000 personnes à tout casser en France, et on est 67 millions. Oui. Mais bon, il n'y a jamais la plus grosse manifestation de ces 50 dernières années. Après Charlie, il y avait 4 millions de personnes. Donc, je veux dire, il n'y a jamais toute la France. Mais là, il y avait 200 000, c'est-à-dire peu ou prou ce qui s'était passé avec Carpentras. Donc, c'est quand même pas non plus, on n'est pas dans les eaux dégueulasses de la mobilisation, mais c'est pas beaucoup. Et en particulier, c'est pas beaucoup à l'aune des enjeux qui était sur la table. Donc moi je ne disconviens pas que c'était pas un grand succès, et que ça me désole profondément. Franchement, je pense que c'est aussi le signe de questions non pensées. Tu as fait encore une midinale cette semaine sur la gauche qui a du mal à penser, à conceptualiser cette question d'antisémitisme. Avec Tal Brutman, qui est historien de l'antisémitisme et de la Shoah. Voilà, moi je pense que ça, c'est clair que c'est un sujet qui est pourtant à l'origine de la gauche politique moderne. Enfin, je veux dire, elle se construit aussi dans l'affaire Dreyfus, et ensuite elle se renouvelle dans les années 30 sur ces enjeux d'antisémitisme, mais ça n'est plus dans notre ADN courant, et on a donc du mal à le partager. C'est pour ça qu'il y avait des gens vieux, quoi, dans cette manif, c'est-à-dire ceux qui se souviennent de l'enjeu que représente l'antisémitisme. Après, il y a la deuxième question, mais peut-être tu peux parler. Après, la deuxième question sur la présence ou l'absence plutôt d'Emmanuel Macron, qui a fait aussi couler beaucoup d'encre. Vas-y. Parce que oui, voilà. Alors, moi, j'ai trouvé dans le même ordre d'idées, j'ai trouvé très dommage qu'Emmanuel Macron ne soit pas présent à cette marche. Et dans l'ordre du dommage, j'ai trouvé que son argument, ce qu'il a répondu sur pourquoi il n'était pas là, que lui, il était là pour agir, pas pour marcher toutes les semaines, et qu'il n'était pas là parce qu'il devait travailler à l'unité de la nation. C'est-à-dire qu'il a opposé sa présence
à la question de l'unité de la nation, là je me suis dit mais c'est la cata quoi. C'est-à-dire que si on considère aujourd'hui que le combat contre l'antisémitisme ne fait pas partie du socle qui construit l'unité de la nation et que donc précisément le président de la République doit être présent, là je me suis dit on est mal, hein. On est, pour moi c'était un signe de déliquescence politique le fait que Macron ne soit pas venu. Non, alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Moi, je pense que là où c'est une marque de faiblesse de la part d'Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, il n'a pas considéré que sa présence en tant que président de la République soit suffisante pour dire « c'est la nation qui est présente ». Je m'explique, c'est que dans la manifestation, comme on en a déjà parlé la semaine dernière, il y avait l'extrême droite, il y avait le Rassemblement National, Reconquête, Zemmour et compagnie. Et que ces gens-là sont tellement puissants politiquement aujourd'hui, hein, ne nous en déplaise, que alors même que, s'il y avait eu le président de la République, ça n'aurait pas fait contrepoids. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'effacer par sa présence la présence de l'extrême droite dans la manifestation. Et donc, tu sais, c'est cette fameuse phrase qui dit quand il y a un nazi autour d'une table de 10 personnes, les 9 autres sont des nazis aussi. C'est-à-dire que, et c'est un vrai problème en fait, la coloration en fait que la présence de l'extrême droite dans un mouvement, qui soit populaire ou en l'occurrence d'impulsion institutionnelle comme c'était le cas pour cette marche, la coloration en fait qu'ils donnent à un événement, aujourd'hui, vu leur puissance, elle est indéniable et c'est ça pour moi qui l'acte. C'est l'extrême droite est trop forte et en tant que président de la République, je ne peux pas lui répondre. La deuxième chose, c'est que il s'est justifié aussi dans une prise de parole en Suisse. Il a dit, il n'a pas dit que c'était uniquement pour préserver l'unité de la nation, il l'a dit, hein, mais il a aussi dit attention parce que la question de la lutte contre l'antisémitisme ne peut pas se faire sur le dos des musulmans. Et c'est ça dont il avait peur. Il avait peur que, précisément, les gens qui participaient à cette manifestation ne ciblent les musulmans comme étant la cause principale, voire unique, de l'antisémitisme aujourd'hui. C'est les gens qui sont les tenants de la thèse du nouvel antisémitisme, qu'il y a un problème, en gros, fondamental entre l'islam et vis-à-vis des juifs. Ça aussi, il a montré sa faiblesse, tu vois, en disant « Je ne suis pas capable, en fait, en y allant, d'imposer ma grille de lecture qui ne serait pas une grille de lecture islamophobe comme les autres qui y allaient. » Mais, et c'est là que je vais être un peu d'accord avec lui, désolé, mais il a raison. Enfin, je veux dire, quand tu regardes qu'est-ce qui a teinté les débats autour de cette marche contre l'antisémitisme, c'est la présence ou non du Rassemblement National. C'est ça, d'abord, qui a orienté, tous les argumentaires se sont faits autour de cette question, et qui est une question qui n'est pas négligeable, tu vois. Parce que je continue de penser que la lutte contre l'antisémitisme, elle est consubstantielle à la lutte contre l'extrême droite. Et donc, il a fait ce choix, pour ces deux raisons, je pense, de ne pas y aller. Et on peut le regretter, on peut tout ce que tu veux, tu vois, mais pour moi, il acte plutôt de dynamiques politiques qui sont hélas à l'œuvre. Après, j'aimerais dire une autre chose, c'est que c'est par rapport à la question de l'union nationale, qui était plus ou moins appelée de leur vœu par Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet dans leur appel. Le rapport de la gauche à l'Union nationale, il est ce qu'il est, mais il n'est pas nouveau. C'est-à-dire que je suis allé regarder et en 2015, après les attentats de Charlie, il y a eu des grandes manifestations. Comme tu l'as rappelé, il y avait plusieurs millions de gens dans la rue. Et à cette époque-là, Jean-Luc Mélenchon et le parti de gauche avaient décidé d'aller manifester, mais dans un cortège à part. Hein. Ils avaient bien dit que, d'ailleurs, il avait dit que l'Union nationale, c'était des mots de politique politicienne, que ça l'intéressait pas du tout. Donc ils avaient manifesté à côté, et le NPA, Lutte ouvrière, Ensemble, qui était le parti de Clémentine Autain, eux n'avaient pas voulu manifester, n'avaient pas appelé à manifester pour Charlie, au nom
justement de la peur de cette récupération par, à l'époque, les grands partis institutionnels et de la récupération politique, notamment déjà islamophobe. Donc c'est une histoire qui n'est pas nouvelle, quoi. Genre là, on a un peu... Et ce qui est intéressant, et c'est toi qui l'as fait remarquer tout à l'heure, tu m'as dit, putain, c'est fou, on a oublié cette histoire-là. C'est-à-dire que le nombre de gens présents dans la rue a fait qu'on a l'impression que c'était la France qui était dans la rue, toute la gauche y était aussi, etc. Bah non, en fait, toute la gauche n'y était pas. Effectivement, on a balayé ça de notre mémoire, mais en vérité, il y avait déjà un problème qui était posé par ces partis d'extrême gauche et de gauche radicale dans le champ politique. Et là, finalement, c'est juste la continuation, en fait, de cette proposition qui avait été faite en 2015, mais en fait, qui date d'avant. Je suis d'accord, et c'est vrai que c'est un événement qui a été... la puissance a recouvert complètement tout cet aspect. Moi, ce qui me paraît important que pose cette question, c'est en fait toujours ce sujet de comment on combat le Front National. C'est-à-dire, on en a parlé la dernière fois à propos de la position que la CGT, elle tient, c'est-à-dire il faut remettre les digues, il faut remonter les digues et faire vraiment un barrage contre le Rassemblement national. On peut constater qu'elles ont quand même pas mal pris l'eau. Comme on disait, Mélenchon, les castors, c'est ça Les castors, ouais. Ouais, c'est ça, c'est les castors, c'est ceux qui font le barrage républicain. Donc, moi, je suis plutôt du côté des castors, c'est-à-dire en politique, on fait barrage contre l'extrême droite et on n'appelle pas à voter, on vote contre le candidat de l'extrême droite, même si c'est un candidat de droite ou macroniste. Donc, il y a cette question de la digue et de ne pas marcher avec. Ce qui est compliqué dans l'argumentaire que tu développes de Macron, mais qui fait que Macron, on ne sait pas où il habite, ce monsieur, c'est que tu as ça d'un côté et puis tu as ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale de l'autre. C'est-à-dire, il laisse en ce moment son ministre de l'Intérieur... Au Sénat. Oui, pardon, au Sénat, pardon. Ce qui s'est passé au Sénat avec la loi sur l'immigration, il laisse son ministre de l'Intérieur, qui est quand même sous sa responsabilité, valider, laisser voter un texte par le Sénat qui est très très profondément attentatoire, donc non seulement aux droits des migrants, non seulement à l'humanisme, mais aux valeurs, à des éléments qui sont constitutifs de la France. Donc tout à l'heure je disais que la lutte contre l'antisémitisme, ça construit la gauche moderne et que ça construit la République d'aujourd'hui. La place des Juifs, c'est depuis la Révolution française et même avant, et c'est donc un élément essentiel de l'histoire de France. Mais la question du droit du sol, par exemple, c'est pareil. C'est très ancien, la question du droit du sol. Or, c'est ça qu'ils sont en train de remettre en cause et que Darmanin a laissé faire ça, a validé ça. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on pense qu'à l'Assemblée nationale, les éléments vont être détricotés, mais ils ont cranté. C'est-à-dire qu'en fait, la base de négociation, avant la base de négociation, c'était ça, et la gauche espérait apporter des modifications, lever des éléments qui lui déplaisaient. Mais là, on part pas de là, on part de là. Donc on s'imagine que si on arrive là, on va remporter une victoire. Mais pas du tout. C'est-à-dire que ça va être déplorable, ça va être affreux ce qui va se voter. Et tout ça, c'est pour valider les idées d'extrême droite, comme Emmanuel Macron d'ailleurs a validé l'idée d'un référendum, d'élargissement du thème de la Constitution pour pouvoir faire un référendum sur l'immigration. C'est-à-dire que Macron quand même valide dans les faits des éléments d'extrême droite, des revendications de l'extrême droite ou laisse faire la dérive de la droite vers l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il continue d'installer la puissance de l'extrême droite. Voilà, Bardella, qu'il avait déclaré comme étant un très bel opposant, Chenu, qui avait été déclaré comme un très très bon vice-président de l'Assemblée nationale, etc., etc. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que l'absence de Macron soit guidée par une préoccupation de résister à ses idées.
Moi, je crois qu'il n'a pas de stratégie de lutte contre la montée de l'extrême droite, de lutte contre l'islamophobie. Je pense qu'il est pleutre. Voilà ce que je pense. Et je pense que son absence, elle traduit plutôt ça, c'est-à-dire le fait qu'il faut qu'il apprenne un peu que la politique, c'est de la conviction, de l'engagement. Il n'en a pas tant que ça, quand même, en dehors de l'affaire des retraites où il n'a pas cédé. Alors, c'est pas non plus le premier à faire n'importe quoi avec l'extrême droite. Ça fait 50 ans, globalement, depuis Mitterrand, que les gens jouent avec l'extrême droite. Alors effectivement, dans les années 80, tu jouais avec l'extrême droite, c'était des petites flamèches, etc. Là, maintenant, effectivement, le feu a pris. Mais il continue, en fait, il continue à y avoir des gens à droite et du côté de chez Emmanuel Macron qui pensent le Rassemblement national comme un objet stratégique pour avoir ou conserver le pouvoir. Parce que, en vérité, dans la tête de pas mal de ces gens, c'est si en 2027 on a un candidat du centre libéral de droite contre Marine Le Pen, on a des chances de gagner parce qu'il y aura toujours l'épouvantail qu'on va pouvoir agiter dans l'entre-deux tours. Et ça, en fait, on ne peut pas jouer avec ça. Je pense que, je n'étais pas né en 81, tu vois, mais je pense que dès que, même au moment de Mitterrand, on n'aurait pas dû jouer avec ça. Aujourd'hui, on ne doit toujours pas jouer avec ça. Ces triangulations là, permanentes de l'espace politique à des fins politiciennes, c'est pas possible. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que en vérité, il y a aussi quelque chose de fondamental, à mon avis, dans la pensée d'Emmanuel Macron, qui se veut un pragmatique de la politique, tu vois. Lui, c'est non, mais j'ai pas de grande idéologie pour résoudre en même temps, c'est rien du tout, quoi. Exactement. Sauf que... Pas de colonne vertébrale là-dedans. Sauf que il a récupéré beaucoup de gens, quand même, dans son entourage, à commencer par Gérald Darmanin, qui, eux, ont une colonne vertébrale politique. Eux, ils ont un passif, ils ont une construction, des constructions mentales, ils ont échafaudé plein de choses, et ils ont pris ils ont été construits politiquement par un espace politique qui dit quoi ? Qui ne met pas l'égalité au centre, en fait. Qui met... c'est des gens pour qui l'égalité est secondaire, en fait, par rapport à la question notamment de j'allais dire de la liberté, mais je suis même pas sûr que ce soit aujourd'hui la liberté que cherche la droite, mais en tout cas la question de la sécurité, la sécurité est la première des libertés, c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de raconter. Et donc en fait, ces gens, tu vois, moi je vais faire un parallèle avec, tu prends Gérald Darmanin, il a voté contre le mariage pour tous. C'est-à-dire qu'il était persuadé, en son fort intérieur, qu'il ne pouvait y avoir d'égalité entre les couples de même sexe et les couples... Il était persuadé en son fort intérieur qu'en tant qu'homme de droite, c'est ça qu'il fallait qu'il porte. Quelle était sa conviction intérieure profonde, intime? En tout cas, c'est sa famille politique. Sa famille politique l'a porté massivement. À vrai dire, je m'en fous de lui. Enfin, je m'en fous de lui personnellement. On s'en fout de leur conviction. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, à partir du moment où tu penses ça, où la question de l'inégalité, tu la portes comme une valeur politique. Et tu te dis, tiens, je vais me battre à l'Assemblée nationale pour que, précisément, soit validée dans les textes cette inégalité. Mais pourquoi est-ce que tu ne reproduirais pas ce schéma de pensée sur les immigrés, sur les musulmans, et puis demain sur les juifs? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que on imagine... La gauche pense l'égalité, c'est une des bases de sa réflexion. Donc nécessairement, la question antiraciste, elle fait partie en fait de sa lutte de façon consubstantielle. Moi je suis désolé, mais pour la droite, elle ne le fait pas. Donc il faut qu'ils fassent des preuves particulières, faut qu'ils montrent patte blanche, tu vois, faut qu'ils montrent qu'ils ont élaboré des schémas particuliers pour sortir de ces ornières d'inégalités systématiques sur toutes les poches de la population ou sur tout type de sujet. Et aujourd'hui, moi je vois, en fait c'est juste le retour de ça. C'est-à-dire qu'évidemment, il a rempli son gouvernement en fait de gens, et l'Assemblée nationale est remplie de gens en fait qui portent cette idée d'inégalité. Au bout d'un moment, il se prend ça dans le visage. Sauf que lui, comme il n'est pas fondamentalement de gauche, il n'a pas grandi dans l'espace. Emmanuel Macron, il n'a pas grandi dans l'espace de la gauche, tu vois. Enfin, on peut pas vraiment dire que même ça soit un socialiste, tu vois. Enfin, il n'a jamais été vraiment socialiste. Donc non, il a été formé chez les jésuites, non, tant que ce que l'on nous a. Ouais, à Amiens, je sais
sais pas quoi. Oui, c'était dans un c'était lycée chez Jésuite, jésuite. ok. Ouais. Comme Ruffin. Et, Dans le même. Et dans le même. Et mais non, mais ce que je veux dire, c'est que comme il n'a pas cette formation de base, bah lui, il fait au cas par cas, etc. Et il ne voit pas, en fait, que derrière, il y a une lame de fond politique qui est en train de le ravager, en fait. Et toi, tu dis que c'est un lâche. Moi, je dis plutôt qu'il est aveugle, en fait, à ce qui est en train de se passer politiquement, aux dynamiques politiques qui sont aujourd'hui en cours dans le pays. Et c'est pour ça qu'il ne s'y affronte pas suffisamment, il ne s'y affronte pas assez courageusement, et qu'il laisse, en gros, l'extrême droite continuer à labourer sur ses terres. Puisque Gérald Darmanin, comme tu l'as très bien dit, il fait partie de son gouvernement, et aujourd'hui, il est en train de reprendre exactement tout le corpus idéologique, enfin, une partie du corpus idéologique, en tout cas, de l'extrême droite. Mais l'autre, il le voit pas, parce que, genre, c'est pas comme ça qu'il raisonne. Lui, il raisonne à, genre, c'est où est-ce qu'on met la virgule, où est-ce qu'on met le point, où est-ce qu'on met l'euro, où est-ce qu'on l'enlève, etc. Et c'est dramatique. Parce qu'il faut aussi essayer de comprendre la France politiquement. Oui, je ne sais pas s'il ne le voit pas, ou ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il est toujours en train d'essayer de faire des coups de billard à plusieurs bandes. C'est-à-dire, moi, ce qui me navre, c'est qu'on continue d'être dans cette façon de faire des calculs pour tenir dans la situation d'instabilité politique dans laquelle on est, et donc on essaye de disjoindre la droite du Parlement du Sénat et celle de l'Assemblée nationale. À l'intérieur de la droite, une droite qui est complètement barrée du côté de l'extrême droite, d'une droite qui quand même encore quelques idées des principes humanistes sur lesquels notre histoire pas tout le temps, certainement pas, mais quand même qui a aussi ça dans son arrière-plan. Ils sont tout le temps en train de jouer à des petits calculs pour savoir si... Alors tu vois, le grand enjeu, c'est de savoir si on va réussir, si Darmanin va réussir à faire passer sa loi immigration ou pas, et combien ça va coûter de plumes à la droite, puisque tout le monde est déjà en train de se dire qui sera l'héritier de Macron, du macronisme en 2027, et que tout le monde est sûr. Moi, je crois qu'il y a c'est pleu très médiocre, on va dire, parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de hauteur. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je me désole, parce que je ne considère pas ça comme sans importance, la présence du Front National à la manifestation, ou pas plus que l'absence de la France Insoumise, mais ça ne peut pas être au-dessus de la question de l'antisémitisme. Et la question de savoir si la droite va voter ou pas la loi sur l'immigration, et donc le contenu de ce qu'on va voter, ne peut pas être recouvert par les tactiques pour essayer de faire exploser les LR, pour savoir si Darmanin va enfin prendre l'ascendant sur Gabriel Attal, et patati et patata. Enfin, je veux dire, je ressens un manque de responsabilité par rapport... on joue avec le feu juste pour pouvoir gagner 3 cases dans la course des petits chevaux. Et ça me... Enfin, j'avoue que ça me stupéfie. Oui, c'est vraiment des gens, en fait, qui se battent pour essayer d'avoir un deal, et après de dire « Ouais, c'est super, on a signé le deal, on a fait le truc », et ils se rendent pas compte que le deal qu'ils sont en train de faire, c'est un deal de merde. Tu vois, et qu'il est atroce, et que, genre, humainement, c'est atroce. C'est-à-dire que tu as tout à fait raison, c'est Darmanin, il veut sa loi, il y en a rien à foutre ce qu'il y a dedans. Enfin, plutôt, ça va être très à droite, tu vois. Genre, et puis, les gens, moi j'imagine ses collègues au gouvernement qui vont dire « Bravo Darmanin, t'as fait voter ta loi ». Et en fait, la loi est atroce. Et peut-être même que ceux qui le félicitent d'avoir réussi à faire voter sa loi trouvent la loi atroce, mais quand même, on lui sait gré, on l'applaudit parce qu'il a fait sa loi. Mais c'est pas possible. En plus, c'est une loi qui est atroce pour les gens que ça va concerner, que ça n'a aucun espèce d'impact sur l'objet annoncé, le contrôle de l'immigration, et qu'enfin, c'est vraiment une remise en cause d'éléments, mais fondamentaux pour l'histoire de France, pour ce que c'est qu'être un médecin en France, enfin, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'on balance tout ça, et c'est ça qui me... Je te dis, voilà, c'est ça qui me trouble, c'est comment se fait-il qu'on en soit à balancer des choses aussi profondes et historiques sans considération, juste pour pouvoir accrocher son nom à une loi. Tu vois, j'entendais ce matin qu'il y a... Alors, je n'avais pas noté ce truc-là. Moi, ça fait partie des choses à laquelle je crois. Je suis en faveur du maintien des jurys populaires dans les cours d'assises.
Et j'entendais que Dupond-Moretti avait agi pour qu'il soit supprimé. Alors il y a une partie de la gauche qui est en faveur de la suppression des jurys populaires, parce qu'évidemment on soupçonne les jurys populaires d'être blindés de fachos qui coupent les têtes, ce que je ne crois pas. Et simplement pour donner plus de rapidité et d'efficacité au fonctionnement de la justice, quitte à revenir sur quelque chose qui est fondamental. On rend la justice, au nom du peuple de France, et le peuple de France y participe. C'est pour ça que les audiences sont publiques, c'est pour ça qu'il y a des jurys populaires, et c'est quelque chose qui existe depuis 1791. C'est-à-dire qu'on détricote des trucs qui font qui font notre socle, notre lion, qui font ce qu'est la France. Et on le fait pour des trucs, soit pour des histoires d'accrocher son nom à une loi, soit d'efficacité technocratique, soit de gagner 3 points dans le futur sondage BVA, machin des personnalités des Français. Enfin, il y a une désinvolture. Et un cynisme. Enfin, et c'est pour ça que je te dis, je pense que l'autre, il est inconsistant. Enfin, l'autre, c'est Emmanuel Macron. Je le trouve inconsistant, pleutre. Et alors, on peut rajouter à sa pleutrerie ses positions sur ce qui se passe en Israël-Palestine. C'est vrai que là, c'est un peu dur à suivre. C'est-à-dire de l'extérieur, tous les 2 jours, il change d'avis. Enfin, il dit des choses qui sont relativement contradictoires. Alors on me dit oui, mais c'est ça la diplomatie. C'est surtout incompréhensible. C'est-à-dire qu'un jour, il va dire à la BBC que Israël bombarde des civils et que c'est pas possible et qu'il faut un cessez-le-feu. Et 2 jours après, qu'il exhorte Israël à cesser les bombardements indiscriminés. Et 2 jours après, disant parce qu'il a fait une rencontre il a parlé au téléphone avec Herzog, qui est le président travailliste exactement de l'Assemblée nationale d'Israël, et il dit 2 jours après il dit oui non mais en fait Israël a le droit de se défendre. Alors bon, t'es là genre c'est quoi sa ligne en fait, qu'est-ce qu'il dit exactement? J'avoue que par rapport à d'autres chefs d'État, par exemple à Scholz en Allemagne. Scholz en Allemagne, il est vraiment sur la ligne Israël a le droit de se défendre, Israël a le droit de se défendre depuis le début. Et genre, il ne varie pas d'un iota. De la même manière, Biden est assez clair aussi là-dessus, même si c'est de la même manière que Scholz. Que Emmanuel Macron, dans les chefs d'État, dans les grands chefs d'État des puissances occidentales, est celui qui a le plus fait des pas pour dire non mais là, il se passe quelque chose quand même à Gaza qui ne va pas. Après, il n'ose pas vraiment le ton. Pour l'instant, on ne voit pas très bien les voies et moyens qu'il peut utiliser pour essayer de peser en fait sur le conflit qui est de plus en plus meurtrier, et ça va pas s'arrêter là. Ça fait longtemps que ça a commencé et ça va pas s'arrêter là. Meurtrier et destructeur. Meurtrier et destructeur, notamment pour les processus de paix, les processus de création d'un État palestinien, etc. Tout ça, genre, on dirait qu'il cherche pas les pistes pour faire ça. On dirait que, et là je reprends du coup l'argumentaire de la marche contre l'antisémitisme, on dirait que là aussi il navigue à vue, il donne des petits trucs, etc. comme pour essayer de contenter un peu cette partie-là de l'électorat et puis après un peu cette partie-là de l'électorat, mais qu'il n'y a pas de vision en fait, tu vois, il y a même pas de tentative de construction d'une vision, comme s'il pensait que c'était pas très grave, que de toute façon là c'est tellement le bordel que genre on va pas commencer à penser à la sortie du conflit sous 30 ans, tu vois. Et c'est un grave problème parce que il est quand même le chef de la diplomatie aussi. Oui, c'est marrant parce qu'en fait, tout à l'heure, tu as rappelé la question de l'unité nationale qui était une question qui, sur la gauche, notamment radicale, avait quelques difficultés avec cette idée, cet objectif. En revanche, je pense que quand on est le président de la République, en principe, on doit œuvrer à rassembler le pays. Et en particulier en ce moment, moi je ressens ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est comme si Macron prenait la mesure d'à quel point le pays était fragmenté,
fragmenté notamment par sa politique, enfin je veux dire c'est par sa politique, notamment le contenu de sa politique, mais sa manière de diriger le pays depuis, on ne va pas se refaire toute l'histoire, hein, mais enfin puisque c'est les 5 ans des Gilets jaunes, on peut se rappeler cet épisode qui avait été initié par son arrogance insupportable, et depuis ça n'a pas cessé jusqu'aux retraites et aux 49.3 à répétition. Et on dirait qu'il est là et qu'il voit un pays complètement exploser et que du coup, en effet, il renonce d'une certaine manière à le rassembler, à l'unir. Et alors il fait des trucs à 2 balles. Alors, il ne vient pas à la marche, alors que je pense que c'est infernal de l'unité nationale le combat contre l'antisémitisme. Et 2, il fait des trucs comme rassembler les chefs de parti. Mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent ? Non, mais c'est... En plus, il n'y arrive même pas. Enfin, ils veulent même pas venir. Non, mais tu sais, c'est le piège qui se referme contre lui-même. C'est-à-dire que, genre, il les invite, mais, genre, évidemment, ils veulent pas venir. Enfin, il y en a la moitié qui veulent pas venir. Donc, tous les partis de gauche et puis Ciotti veulent pas venir. C'est pas tous les partis de gauche, puisque le PC et les Verts. Le PC et les Verts, pardon. Il y a le PC et les Verts. C'est Olivier Faure et Bompard qui n'y vont pas. Qui n'y vont pas. Et Éric Ciotti pour les LR, c'est quand même pas négligeable, tu vois. Tout à fait. Et du coup, en fait, le piège se referme contre lui parce que, genre, il invite tout le monde, mais c'est eux qui tiennent, la réunion en ne venant pas. Du coup, bah, ils rendent caduque, en fait, ils rendent pourri la réunion. Et alors, du coup, il a invité le PRG. Pardon, je veux pas me moquer du PRG. C'est un parti tout à fait digne, mais, genre, et tout à fait intéressant. Même si je suis pas d'accord avec grand chose de ce qu'il raconte, mais. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, le PRG, quoi. Il a un petit PRG, ça c'est une blagounette, mais par contre, celle qui n'est pas du tout une blagounette, c'est qu'en fait, dans les grands partis qui comptent, à l'Assemblée nationale, il y a le Rassemblement national qui va être présent dans cette réunion. C'est-à-dire qu'en fait, il est... je ne doute pas un instant que Marine Tondelier et Fabien Roussel vont essayer de dire quelque chose dans cette réunion qui aura du sens. L'une et l'autre ont déjà énoncé pourquoi ils y allaient. Roussel sur la Palestine et Tondelier sur l'écologie. Mais enfin, je ne suis pas du tout certaine que ce soit à l'ordre du jour. D'ailleurs, je suis même certaine du contraire. Ils vont être assis dans un coin. Ça va être un dialogue Macron-Bardella. Oui, non, mais c'est ça. Et il ne comprend pas, ne prend pas la mesure de ce qu'il doit faire, à quelle hauteur il doit se situer. Et c'est marrant parce qu'il a aussi parfois des intuitions, tu vois, je veux dire, quand il a fait les cahiers de doléances après les Gilets jaunes, il y a une revendication qui soit enfin rendue publique, ce qu'il n'avait pas fait, mais c'était une idée à l'époque, le grand débat et les cahiers de doléances, il y avait quelque chose là-dedans, comme une intuition qu'il fallait trouver des nouvelles façons de refaire vivre la démocratie. La Convention citoyenne sur le climat, c'était le même genre d'intuition, qu'il fallait retrouver une dynamisation de la démocratie. Et parallèlement, il fait quoi l'Assemblée nationale ? Enfin, je veux dire, le dernier épisode en date, c'est Borne qui ne se déplace même pas. Oui, c'est Franck Riester, ministre du Parlement, qui lit la lettre pour annoncer le 49.3. Oui, alors on m'a dit, Alain Duhamel m'a dit, non mais Rocard l'a déjà fait. Bon, écoute, voilà, en tout cas, le RN le conteste devant le Conseil constitutionnel, et si c'est le RN qui gagne, voilà quoi. Mais en même temps, elle en fait tellement des 49.3, Elisabeth Borne, qu'en fait, au bout d'un moment, effectivement, elle ne peut pas tout le temps être là. Elle est quand même première ministre, elle passe pas son temps à l'Assemblée nationale. Mais d'accord, qu'elle en fasse un petit peu moins. Mais en fait, tout ça pour dire que, en effet, moi, ce que je ressens, c'est que, de nouveau, on est dans un moment d'incertitude politique très grand, et qu'on sait qu'Olivier Marleix, donc le chef des LR à l'Assemblée, pense qu'il faut dissoudre et qu'il est pour provoquer la dissolution. C'est ça son idée politique. Et je pense, si j'ai lu les articles qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon dans le journal L'Insoumission, qui est le journal des Insoumis. Jean-Luc Mélenchon. Et donc de Jean-Luc Mélenchon, mais enfin bon, c'est dans ce journal-là que Jean-Luc Mélenchon écrit, et il en exclusivité. Oui. Je le note. Mais c'est pour ça qu'il écrit dedans qu'il pense qu'on est devant de nouveau un moment de grande instabilité et qu'il faut la pousser, cette instabilité. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui aujourd'hui pensent que de fait, on ne voit pas comment ça peut continuer comme ça. Moi, je ne vois pas comment, avec une telle faiblesse, il est affaibli
institutionnellement par le fait qu'il n'aura pas de nouveau mandat, donc c'est la première fois qu'on se rend compte du problème. Avec Chirac, c'était pas pareil, parce que je sais pas pourquoi, ça faisait pas la même impression, peut-être parce qu'il y avait manifestement un successeur dans son camp qui était Nicolas Sarkozy, et que Chirac était un homme âgé, quoi. Alors que Emmanuel Macron, enfin, il y a une espèce de trouble du fait que c'est la fin, et que donc il est affaibli. On voit bien que Yael Braun-Pivet a joué sa petite maline, a essayé de le doubler, de prendre l'ascendant sur les questions internationales à l'occasion de ce conflit. En tout cas, Macron est affaibli, et Borne ne tient pas du tout la route pour animer l'espace politique qu'elle est supposée driver. Et donc, il n'y a rien qui sort là. Plus la gauche explosée, les LR complètement ratatinés. Enfin, tout ça, tu te dis, où c'est que ça tient Oui, alors après, il y a un truc. Je suis d'accord, où c'est que ça tient. Ça tient là-bas, là. Mais exactement, à l'extrême droite. Mais sur la question de la dissolution, moi je n'ai jamais très bien compris, après je n'ai jamais vécu des dissolutions, mais enfin où j'étais trop petit, mais j'ai jamais très bien compris les gens qui disaient oui il faut une dissolution parce que ça remettra de la clarté. Je suis là genre non, enfin Pas sûr. Non mais c'est même pas sûr, c'est même certain que non. Enfin je veux dire, depuis quand genre les problèmes politiques se résolvent parce qu'il y a une élection. Les élections justement concrétisent à mon avis tous les problèmes qu'il y a dans notre société. Et genre, je dis pas que ça rajouterait du bordel ou quoi que ce soit, ça peut même peut-être aplanir pendant un temps les difficultés institutionnelles que l'on rencontre aujourd'hui, mais ça ne résoudra certainement pas politiquement toutes les impasses en fait dans lesquelles aujourd'hui on est, et toutes familles politiques confondues. J'accepte l'extrême droite qui genre continue à faire cavalier seul et à augmenter ses scores élection après élection, mais et à travailler de fond la société. Mais toutes les autres, je vois pas en quoi ça nous sortirait de la merde. Enfin, c'est-à-dire... il y a un choix qui se prend, et certains nombres peuvent penser que dans les circonstances dans lesquelles on est, l'arbitrage peut faire qu'on ne se retrouve pas avec une assemblée sans majorité, par exemple. Oui, mais il y avait une majorité, par exemple, entre 2017 et 2022, écrasante. Ouais. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu les gilets jaunes et compagnie, tu vois. Enfin, je veux dire, ça n'empêche pas le bordel, ça n'empêche pas de faire n'importe quoi, et ça ne résout pas politiquement les problèmes auxquels on est confronté. Enfin, heureusement que ça n'empêche pas la société de vivre. Mais là, non seulement la société, elle est pas très contente, l'Assemblée ne fonctionne pas, et le gouvernement, le président de la République... Entre 2017 et 2022, moi je n'estime pas que l'Assemblée nationale a fonctionné correctement. Elle était la caisse enregistreuse des desiderata de M. Emmanuel Macron. Et je suis d'accord. Enfin, genre, je veux dire, et c'est pas son rôle. Il est censé y avoir du débat, en fait, dans l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on ne sait plus avoir du débat à l'Assemblée nationale. Et le résultat, c'est d'ailleurs que Emmanuel Macron dit, je vais les réunir à Saint-Denis. Tu vois, genre comme ça, hop, on passe au-dessus de l'Assemblée nationale, ça sert vraiment plus à rien, une coquille vide. Bon, le dernier sondage, là, la Miss Le Pen, elle était, pas Le Pen, Bardella pour les élections européennes, et puis ils sont pointés à 29%, là. Drama. Donc, il y a le feu au lac. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que ça peut clarifier le truc, quoi. Tu vois, je veux dire que ça. Non, je pense que les processus électoraux, c'est quand même des moments ça catalyse, ça, tu vois, et ça produit quelque chose. Je sais pas, tu vois l'Espagne, par exemple, Sanchez, il a fait un coup de génie là. Bonne chance. Bah alors là, mais... déjà il a mis plusieurs mois à faire son gouvernement, et alors là, bonne chance pour pas que le gouvernement pète dans 6 mois. Mais enfin, j'ai fait une midinale d'ailleurs hier, que vous pourrez aller voir, avec Vincent Dain, qui est spécialiste de la gauche espagnole. Ce qu'il préfigurait, c'est beaucoup de difficultés pour le père Sanchez et son gouvernement, parce que pour l'instant ils n'ont pas trop de majorité, ils ont une situation... Non mais là il y a surtout t'as l'extrême droite qui est en folie dans les rues, ils chantent des chants fascistes dans la rue, etc. Parce qu'ils veulent amnistier les 300 prisonniers politiques catalans, mais pas uniquement ça, hein. Enfin c'est aussi parce ils reprennent aussi l'espace de la rue, comme la nôtre, comme notre extrême droite française qui occupe la rue. Donc ils sont vraiment dans la merde, hein, tu vois, même s'ils ont fait des élections. Bon, allez. La suite au prochain numéro. Ciao.